En 2026, le programme Artemis a dépensé 93 milliards de dollars pour envoyer 4 astronautes survoler la Lune sans aucun alunissage. Pour le débarquement, il faudra attendre au moins 2 années supplémentaires. Et pourtant, rappelons-nous de cette sonde lancée en 1977 pour une mission de 4 ans et qui continue de voler aujourd'hui, transmettant encore des signaux depuis l'espace interstellaire. Ou de ce rover martien prévu pour 90 jours qui a fonctionné pendant 15 années. 10 appareils qui ont accompli bien plus que ce qu'on attendait d'eux. Luna 9. Dans les années 1960, l'astronautique mondiale faisait face à une question fondamentale dont la réponse allait tout déterminer, y compris le destin des programmes lunaires habités des 2 superpuissances. Personne ne savait si la surface de la Lune était solide. Certains scientifiques affirmaient que des milliards d'années de bombardements météoritiques avaient transformé le sol lunaire en une épaisse couche de poussière friable. Tout appareil qui tenterait de se poser s'enfoncerait simplement. Tout astronaute s'y noierait. D'autres soutenaient au contraire qu'il s'agissait d'une roche solide. Le débat a duré 20 années sans qu'on puisse le trancher. Le 3 février 1966, la station automatique soviétique Luna 9 a réalisé le premier atterrissage en douceur de l'histoire sur la surface de la Lune, dans la région de l'océan des tempêtes. La station elle-même pesait environ 100 kg. Avant le contact, le module d'atterrissage s'est détaché de son bloc de freinage et a rebondi plusieurs fois comme une balle avant de s'immobiliser. 4 antennes en pétales se sont alors déployées et Luna 9 a commencé à transmettre des images panoramiques de la surface. Les images ont révélé une surface rocheuse et solide, sans la moindre trace de poussière. Le débat fut clos après seulement 75 heures de fonctionnement de la station sur place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le signal de Luna 9 a été capté en même temps par le Centre soviétique de communication spatiale lointaine et par le radioastronome britannique Bernard Lovell à l'observatoire de Jodrell Bank, près de Manchester. Les Britanniques ont décodé l'image et ont poliment attendu que les Soviétiques publient leurs photos en premier. Le lendemain, aucune image n'était parue dans la presse soviétique. Les Britanniques ont envoyé un télégramme à l'Académie des sciences, resté sans réponse. Ils ont alors transmis les photographies à la presse. Le monde occidental a ainsi vu les premières images de la surface lunaire grâce à l'observatoire britannique, avant même que les citoyens soviétiques ne les découvrent dans leurs propres journaux. Les Britanniques ignoraient toutefois le rapport exact des dimensions de l'image, si bien que sur leur version, les rochers apparaissaient comme d'étroits pics verticaux. Voyager 1. Le 5 septembre 1977, une sonde a été lancée depuis le Cap Canaveral avec pour mission principale d'étudier Jupiter et Saturne. 4 années avaient été prévues pour cette tâche. Voyager 1 a transmis les premières images détaillées des satellites de Jupiter et de Saturne, dont Titan, la plus grande lune de Saturne. Sa mission principale s'est ensuite achevée, mais la sonde a poursuivi son vol. En 2012, Voyager 1 a franchi l'héliopause, cette frontière où le vent solaire cède la place au milieu interstellaire, et est entré dans l'espace interstellaire. Il s'agissait du premier objet construit par l'homme à quitter le système solaire dans l'histoire de l'humanité. Le signal de la sonde met 22h30 pour atteindre la Terre. En novembre 2023, la sonde a cessé de transmettre des données lisibles à cause d'une puce défaillante dans son ordinateur de bord. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory ont effectué une réparation à distance en envoyant une commande de correction et en recevant une confirmation 45 heures plus tard. En avril 2024, Voyager 1 a de nouveau rétabli le contact. En octobre 2024, son émetteur principal est tombé en panne et la sonde a basculé sur son émetteur de secours, resté inutilisé depuis 1981. La communication a de nouveau été rétablie. Selon les estimations des spécialistes, l'énergie de ces générateurs radioisotopiques s'épuisera vers 2030. Jusqu'à cette échéance, Voyager 1 continuera de transmettre des données depuis l'espace interstellaire, presque 50 ans après son lancement. Opportunity. Le 25 janvier 2004, le rover s'est posé dans le cratère Eagle, sur le plateau de Meridiani. Sa durée de service prévue était de 90 jours martiens, pour une distance prévue de seulement 1 km. Les ingénieurs avaient fixé ce délai
en partant du principe que la poussière martienne recouvrirait progressivement les panneaux solaires et priverait le rover d'énergie. Cette hypothèse s'est révélée fausse. Le vent martien nettoyait régulièrement les panneaux de leur poussière. Opportunity a continué de fonctionner. 1 an, puis 2, puis 5, puis 10. En 2010, la mission est devenue la plus longue jamais menée par un appareil sur la surface de Mars, battant le record de la station américaine Viking 1, qui avait fonctionné de 1976 à 1982. En avril 2015, le rover avait parcouru 42 km, l'équivalent d'un marathon sur une autre planète. Au cours de sa mission, il a transmis à la Terre plus de 217 000 images et a trouvé des preuves directes de l'existence passée d'eau liquide sur Mars. En juin 2018, une tempête de poussière a recouvert l'intégralité de la surface martienne. Opportunity est passé en mode d'économie d'énergie et a cessé toute communication. Son dernier message remonte au 10 juin 2018. Le 13 février 2019, après plus de 800 tentatives infructueuses pour rétablir le contact, l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace a annoncé la fin de la mission. Le rover avait fonctionné 14 années et 195 jours, soit 60 fois plus longtemps que prévu. Hubble. Le 24 avril 1990, la navette Discovery a placé en orbite, à environ 540 km d'altitude, le premier grand télescope orbital. Le coût du projet s'élevait, au moment du lancement, à 6 milliards de dollars. Le télescope devait fonctionner pendant 15 années. Les premières images sont arrivées quelques semaines plus tard, et elles étaient floues. L'analyse a révélé que le miroir principal, d'un diamètre de 2,40 m, avait été poli avec une erreur de 2 micromètres, soit un 50e de l'épaisseur d'un cheveu humain. Cette erreur venait d'un instrument de contrôle qualité de l'entreprise Perkin-Elmer, lui-même assemblé avec un défaut. 2 instruments supplémentaires avaient pourtant signalé cette erreur, mais l'entreprise avait fait confiance à l'instrument principal. Un télescope à 6 milliards de dollars se révélait myope. En décembre 1993, la navette Endeavour a rejoint Hubble avec une équipe de réparation à son bord. Les astronautes ont effectué 5 sorties dans l'espace et installé le système optique correctif COSTAR, de véritables lunettes spatiales qui compensaient le défaut du miroir. Après cette réparation, le télescope a fonctionné à pleine puissance. Au total, 5 missions de réparation se sont rendues auprès de Hubble, la dernière en 2009. Aujourd'hui, le télescope fonctionne depuis 35 années et devrait, selon les estimations, poursuivre son activité jusqu'en 2030. Lunokhod 1. Le 17 novembre 1970, la station interplanétaire automatique soviétique Luna 17 s'est posée dans la mer des pluies, avec, à son bord, le premier véhicule lunaire de l'histoire. Lunokhod 1 pesait 756 kg et était conçu pour 3 mois de fonctionnement sur la surface lunaire. Le véhicule a finalement fonctionné pendant 10 mois et demi. Durant cette période, il a parcouru 10 km 500 mètres, transmis à la Terre 211 panoramas lunaires et 25 000 photographies. Les propriétés mécaniques du sol lunaire ont été étudiées en plus de 500 points et sa composition chimique en 25 points. Son fonctionnement a cessé lorsque la source de chaleur isotopique a arrêté de réchauffer l'appareil pendant la 11e nuit lunaire. Le 4 octobre 1971, toutes les tentatives de reprendre contact ont été abandonnées. Lunokhod 1 embarquait à son bord. 1. Réflecteur laser de fabrication française. Après la fin de la mission, les scientifiques ont continué à lui envoyer périodiquement des impulsions laser, sans jamais obtenir de réponse. Le réflecteur était considéré comme hors service, et son emplacement exact sur la surface lunaire est resté inconnu pendant près de 40 années. En mars 2010, une sonde orbitale américaine a repéré Lunokhod 1 sur des images à haute résolution. Le 22 avril de la même année, une équipe de scientifiques de l'Université de Californie à San Diego, dirigée par Tom Murphy, a dirigé une impulsion laser vers ce point précis de l'image. Le réflecteur a répondu. Il s'est révélé 5 fois plus brillant que celui de Lunokhod 2, avec lequel les scientifiques travaillaient régulièrement. La distance qui le séparait de la Terre a pu être calculée avec une précision d'1 centimètre. Lunokhod 1 se trouve encore aujourd'hui dans la mer des pluies. Son réflecteur fonctionne encore aujourd'hui.
Pioneer 10. Le 3 mars 1972, une sonde a été lancée depuis le cap Canaveral avec pour mission d'étudier Jupiter. En décembre 1973, Pioneer 10 est passé à 132 000 km des nuages de Jupiter, a transmis des données sur la composition de l'atmosphère de la planète et a permis de préciser sa masse. La mission principale était accomplie. Mais les scientifiques ont décidé de continuer à exploiter la sonde, cette fois pour rechercher une éventuelle 10e planète du système solaire. Pour cela, ils ont commencé à suivre précisément la trajectoire de Pioneer 10. C'est alors qu'une anomalie est apparue. La sonde ralentissait légèrement plus que ne le prévoyaient les calculs. L'écart était infime, une accélération supplémentaire en direction du Soleil d'environ 8-10 milliardièmes de mètres par seconde au carré. Mais cette valeur ne correspondait à aucune loi physique connue. L'anomalie a été confirmée sur la sonde jumelle Pioneer 11. Pendant près de 30 années, les physiciens ont proposé une centaine d'hypothèses, de la gravité de la ceinture de Kuiper à une 5e dimension, en passant par la nécessité de réviser la théorie de Newton. En 1998, l'article consacré à cette anomalie dans la revue Physical Review Letters a été cité près de 500 fois. En 2012, une équipe de physiciens dirigée par Slava Turichev du Jet Propulsion Laboratory a construit un modèle thermique détaillé de la sonde et a établi la cause du phénomène. Le rayonnement thermique asymétrique des propres générateurs radioisotopiques de l'appareil créait une faible pression, à l'origine de cette accélération supplémentaire. 30 années de nouvelles physiques supposées s'expliquaient finalement par la chaleur de batteries nucléaires. Le contact avec Pioneer 10 a été perdu le 22 janvier 2003. Kepler. En mars 2009, l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace a lancé le premier télescope spécialement conçu pour rechercher des planètes autour d'autres étoiles. La mission principale était prévue pour 3 années et demie. En mai 2013, une seconde roue d'inertie, un gyroscope assurant l'orientation précise du télescope dans l'espace, est tombée en panne. Privé de 2 roues d'inertie sur 4, le télescope ne pouvait plus maintenir son alignement sur une étoile choisie avec assez de précision pour poursuivre ses observations. La mission a été officiellement déclarée terminée. 1 an plus tard, les ingénieurs ont trouvé une solution. En orientant le télescope de façon à ce que la pression de la lumière solaire sur ses panneaux compense l'absence de roues d'inertie, l'appareil pouvait conserver une orientation suffisamment stable. Ce n'était pas une véritable solution de remplacement. Le télescope devait désormais être réorienté tous les 75 jours lorsque la lumière du Soleil commençait à perturber les observations. Mais il continuait de fonctionner. En mai 2014 a débuté la mission K2, durant laquelle le télescope endommagé a observé différentes régions du ciel plutôt qu'un seul champ fixe. Le programme a été prolongé à 3 reprises. Le 30 octobre 2018, le télescope s'est retrouvé à court de carburant. En 9 années de fonctionnement, Kepler a découvert 2650 exoplanètes confirmées et a démontré qu'il existe dans notre galaxie davantage de planètes que d'étoiles. Cassini. Le 15 octobre 1997, la sonde Cassini-Huygens a été lancée depuis le cap Canaveral, un projet commun entre l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale italienne, avec Saturne pour destination. Le coût de la mission s'élevait à près de 4 milliards de dollars. Le 1er juillet 2004, Cassini est entré en orbite autour de Saturne, devenant le premier satellite artificiel de cette planète. La mission devait initialement s'achever en 2008. Elle a ensuite été prolongée jusqu'en 2010, puis jusqu'en 2017. En 13 années passées en orbite, Cassini a effectué 293 révolutions autour de Saturne, 127 survols de Titan et 23 survols d'Encelade. Elle a découvert 7 nouveaux satellites de Saturne et transmis à la Terre 635 gigaoctets de données ainsi que 453 000 images. La grande découverte inattendue fut Encelade, un petit satellite de 504 km de diamètre que personne ne considérait jusque-là comme géologiquement actif. En 2005, Cassini a détecté à son pôle sud des geysers projetant des colonnes d'eau jusqu'à 250 km dans l'espace. Sous la surface glacée d'Encelade se trouvait un océan d'eau liquide, chaude, contenant des composés organiques. En 2015,
la sonde a traversé directement les panaches de ces geysers pour en prélever des échantillons. Encelade est immédiatement devenu l'un des lieux les plus prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. Lorsque le carburant a commencé à manquer, un problème s'est posé. Cassini transportait à son bord des micro-organismes terrestres. Si la sonde venait à s'écraser de façon incontrôlée sur Encelade, elle risquerait de contaminer cet océan où une forme de vie existe peut-être. C'est pourquoi, le 15 septembre 2017, Cassini a été dirigé vers l'atmosphère de Saturne. Pendant sa plongée, la sonde a transmis pendant 1 minute des données sur la composition de l'atmosphère de la planète avant que la communication ne s'interrompe. Les données recueillies par Cassini continuent d'être analysées par les scientifiques aujourd'hui encore. New Horizons. Le 19 janvier 2006, une sonde a été lancée depuis le Cap Canaveral en direction de Pluton, la seule planète du système solaire qu'aucun engin spatial n'avait encore visitée. New Horizons est devenu l'objet le plus rapide jamais lancé depuis la Terre, avec une vitesse initiale d'environ 58 000 km/h. 7 mois après le lancement, le 24 août 2006, l'Union astronomique internationale a voté le retrait du statut de planète à Pluton. La sonde était déjà en chemin. Elle volait vers une planète qui avait cessé d'être une planète pendant qu'elle volait encore vers elle. New Horizons a passé la plus grande partie de ses 9 années de vol en mode d'hibernation pour économiser ses ressources. Le 14 juillet 2015, la sonde est passée à 12 500 km de la surface de Pluton. Les images ont révélé des montagnes de glace de 3,5 km de hauteur, un glacier d'azote en forme de cœur, de la taille du Texas, ainsi qu'une surface géologiquement active datant de moins de 100 millions d'années. Rien de tout cela n'était attendu. Le responsable de la mission, Alan Stern, a qualifié Pluton de nouveau Mars. La sonde se trouve aujourd'hui à plus de 9 milliards de kilomètres de la Terre et continue d'explorer la ceinture de Kuiper. James Webb. La construction de ce télescope a duré 25 années. Le budget initial s'élevait à 500 millions de dollars, mais il avait atteint 10 milliards de dollars au moment du lancement. La date de livraison a été repoussée 7 fois. Le 25 décembre 2021, le télescope a enfin été lancé depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Ariane 5. Le miroir, d'un diamètre de 6,5 mètres, était trop grand pour la fusée. Il a donc été divisé en 18 segments hexagonaux, repliés puis déployés une fois dans l'espace. Le télescope a mis 30 jours pour atteindre son point de travail au point de Lagrange, à 1 500 000 km de la Terre. Pendant les 5 mois suivants, les miroirs ont été alignés et les instruments calibrés. En mars 2022, l'équipe du télescope a annoncé que ses performances dépassaient toutes les spécifications techniques. Le 12 juillet 2022, les premières images scientifiques ont été publiées. La revue Science a désigné James Webb comme la percée de l'année. Selon les calculs, ses réserves de carburant devraient lui permettre de fonctionner pendant 20 années, soit 2 fois plus longtemps que prévu, et cela grâce à une manœuvre de mise en orbite si précise lors du lancement que presque aucun carburant n'a été nécessaire pour la corriger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un j'aime.